Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler d'un sujet qui est assez redondant et prioritaire pour les RH, qui est le sujet de l'équité femmes-hommes et évidemment de l'égalité femmes-hommes. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Myriam et Jérôme. Je vais d'abord laisser Myriam se présenter. Bonjour Myriam. Bonjour, Christophe. Oui, je suis Myriam Etier, je suis Product Marketing Manager, chez Cegid, excusez-moi, c'est difficile à dire, sur les solutions, de talent. Je suis en charge, entre autres, des solutions de Talentsoft à l'international, Digital Recruiters et puis aussi solutions Witifit. Et puis ton binôme chez Cegid sur l'autre dimension produit, c'est Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Je suis donc Jérôme Ricard, je suis également Product Marketing Manager, mais effectivement côté paye, et j'ai en charge chez Cegid deux solutions qui sont HR Ultimate et PeopleNet. Ça marche. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et première question, Myriam ou Jérôme, à vous de choisir. Pourquoi équité et pas égalité dans le choix de ce titre? C'est quoi la différence? Alors, écoutez, je vais prendre la réponse, en effet. En gros, selon Aristote, je vais aller passer justement dans le passé, justement, pour expliquer ce que c'est l'équité et l'égalité. L'équité, c'est un principe de justice distributive. Alors, ça veut dire quoi, justice distributive? C'est que c'est un peu la méritocratie, c'est-à-dire c'est en fonction d'un principe de valeur, respectant la différence entre les individus, alors que la justice commutative, c'est que on va pas faire de différence entre les individus, on va partager les richesses, quelles que soient ces différences. Et en fait, la réalité, c'est que les femmes, sur le principe de l'égalité, touchent 24 de moins que les hommes. Elles peinent à accéder aux postes à haute responsabilité. On peut donner l'exemple du CAC 40. Il y a seulement 2 femmes dirigeantes qui sont au CAC 40 et aucune d'entre elles n'est PDG. Et enfin, l'éventail des métiers exercés par les femmes est nettement plus réduit que les hommes, avec une très forte concentration des femmes dans des métiers comme le soin et service à la personne. Alors, quels sont les chiffres de manière plus globale, Myriam, et surtout, quelles sont les sources? Alors les sources, il y a une étude qui a été, publiée par l'INSEE qui est assez détaillée, et ce qu'elle, révèle, c'est qu'à temps partiel, enfin à temps équivalent, entre les femmes et les hommes, cet écart, s'est réduit quand même, avec, les années, mais en fait, de 4. Mais ce chiffre, en fait, cache des inégalités qui sont extrêmement profondes, parce que finalement, un travail égal, il n'y a pas de salaire égal, et le revenu, salarial se creuse en fonction de différents critères qui peuvent se cumuler. Donc par exemple, si, les femmes sont à temps partiel, ont un volume de temps de travail qui est plus réduit, une fonction, qui n'est pas cadre, et en plus qu'elles ont 60 ans et dans une grande entreprise, alors là, on cumule des écarts qui peuvent aller jusqu'à 24. Et cet écart donc se justifie selon ces 5 critères. En effet, les femmes travaillent plus souvent, en effet, à temps partiel. Elles travaillent souvent moins d'heures. Elles sont beaucoup moins cadres. Elles ont, selon l'âge, des différences de salaire qui se creusent, et puis, la différence n'est pas du tout la même entre une TPE et une entreprise de 5 000 collaborateurs. Donc, tout ça est à prendre évidemment en compte, et l'INSEE, justement nous donne, des chiffres comme par exemple les cadres, ils ont un écart de 16 de salaire, entre les femmes et les hommes. Les ouvriers, c'est seulement 14. Les professions intermédiaires, c'est 12. Cet écart entre les hommes et les femmes à fonction équivalente. Quand les femmes ont 60 ans, l'écart est de 27 entre les hommes et les femmes. Et si, dans les entreprises de plus de 5 000 salariés, par exemple, à salaire équivalent et fonction équivalente, l'écart est de 18. Donc vous voyez, donc si vous cumulez tous ces critères, eh bien alors là, la différence est encore, plus, flagrante. Donc, il y a un vrai problème de ségrégation en France. En France ou d'ailleurs en Europe plus généralement?
C'est en Europe de manière générale. Après, les chiffres que je vous présente sont plutôt en effet français. On peut parler en effet peut-être de ségrégation professionnelle, clairement, puisqu'en fait, ce sont des éléments qui sont factuels. Mais ce qu'il faut dire, c'est dans l'étude de l'INSEE, ils ne prennent pas en compte les diplômes. Donc, il y a quand même un des critères qui n'est pas pris en compte sur ce facteur on pourrait dire, de ségrégation professionnelle. Mais malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est que les inégalités salariales, temps de travail équivalent, sont bien présentes et que finalement, cette ségrégation professionnelle est plus liée à des métiers qui sont accessibles ou non à certaines femmes, puisqu'en fait, les femmes vont être bien plus représentées dans les métiers de secrétaire, de caissière, d'aide ménagère ou encore d'infirmière, alors que les hommes vont être plutôt présents sur des fonctions hiérarchiques plus élevées. Et puis, cette ségrégation professionnelle se creuse au moment de fonder aussi la famille, où là, on voit que les écarts sont extrêmement importants entre un homme et une femme. Par exemple, un homme qui a 4 enfants va avoir un salaire qui est 44% plus élevé qu'une femme qui a 4 enfants. Voilà, avec un niveau hiérarchique inférieur. Et puis, à partir du moment où une femme a eu un enfant, eh bien, elle gagne en moyenne 22% de moins qu'un homme. Voilà, donc on peut parler de ségrégation professionnelle dans ce cas, plus à des problèmes finalement d'accession à des métiers qui permettraient peut-être de relativiser cette différence. Alors, sur ce point-là, justement, d'inégalité liée aux enfants, on croise les doigts, puisqu'aujourd'hui est le jour où le texte France Travail est présenté en remplacement justement de Pôle emploi. Là, aujourd'hui, je ne sais plus si aujourd'hui c'était hier, mais dans ce texte, justement, est prévue l'ouverture de places en crèche supplémentaires. Je crois que c'est 100 000 places en crèche qui sont prévues pour justement répondre à cette problématique. Alors, je ne suis pas très certain que ça sera suffisant pour répondre au problème, mais on va dire que c'est mieux que rien. Cette problématique, elle n'est pas nouvelle, d'égalité femmes-hommes. Elle s'est détériorée d'année en année, malgré les injonctions de l'État, les différentes lois. Jérôme, est-ce que tu peux peut-être nous faire un peu le récapitulatif des évolutions législatives au regard de ces ségrégations et comment l'État a mis en place ou tente de mettre en place des dispositifs pour réguler ces inégalités? Oui, effectivement, l'État tente de mettre en place que sur certains sujets, il suffit d'une loi pour que les choses soient appliquées. Là, en l'occurrence, si on récapitule les grandes dates, en faisant une synthèse, que je ne vous parlerai pas de tous les textes sur la parité, l'égalité homme-femme, je vais me focaliser sur la partie égalité salariale. Et si on parle de l'égalité salariale, il y a 4 grands textes. Le premier, c'est 1972, ça fait plus de 50 ans. Donc, c'était le premier fondateur pour dire qu'il y avait une loi qui portait sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qui votait sur l'égalité salariale. Les années ont passé, c'était toujours pas suffisamment appliqué au sens de l'État et au sens de la voie publique. Et donc, en 1983, sous Mitterrand, il y a eu la loi Roudy qui renforce la loi de 1972 et commence à mettre en place des sanctions financières qu'il n'y avait pas dans la loi de 1972. Et donc, les sanctions financières, on sait bien que tant qu'il n'y a pas de sanctions financières sur des lois, en général, les personnes et les individus de la société et les entreprises n'appliquent pas les réglementations. En 2006, on a renforcé les sanctions puisqu'elles n'étaient pas suffisantes et on a imposé cette même égalité pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Et on a imposé à ces entreprises de plus de 50 salariés de travailler sur un accord salarial sur l'égalité professionnelle. Et puis, comme le temps a passé et en 2018, et c'est peut-être celui dont on se souvient le plus pour toutes les personnes qui travaillent actuellement, il y a eu la loi
pour choisir son avenir professionnel et qui a instauré et une obligation pour les entreprises de publier un index parce qu'avant, c'était assez opaque. Donc là, ça impose aux entreprises de publier un index qui se focalise sur trois éléments importants. C'est d'une part l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ensuite, la capacité des entreprises à accompagner aussi bien la promotion des femmes que des hommes. Et entre autres, sur ces deux critères aussi, au retour de congé maternité. Et puis, enfin, c'est aussi cette vision d'un exco qui serait justement réparti entre les femmes et les hommes et avec une équité entre les deux. Alors, il y a aussi des entreprises où il y a des excos qui sont majoritairement féminins, mais ce n'est quand même pas la majorité des entreprises. Bon, force est de constater que au bout de 50 ans, au bout de 4 lois, eh ben, on n'est toujours pas au rendez-vous, parce qu'au rythme actuel de progression de l'égalité salariale, on atteindrait, d'après les projections de l'INSEE, une égalité salariale en 2065. D'accord, c'est pour ça que l'Europe s'en mêle. C'est pour ça tout à fait que l'Europe s'en mêle, parce que malgré l'existence effectivement de lois, il y a de vrais obstacles. Et l'Europe, on citait les chiffres de la France, mais les chiffres de l'Europe alors, sont un peu inférieurs, parce que les pays nordiques sont des bons élèves. On doit être à 13% d'écart salarial, mais 13% c'est quand même colossal, hein, c'est un mois et demi de salaire, de différence sur l'année. Et donc, l'Europe a pris ce sujet en main, et avec cette idée que tant qu'il n'y aura pas la transparence, eh bien, il n'y aura pas d'égalité salariale, parce que c'est le fondement même de pouvoir se comparer et pour les salariés et pour les entreprises, de démontrer qu'il y a bien, sur chaque poste qu'on ouvre au recrutement, pour chaque promotion dans l'entreprise, il y a bien des salaires qui sont équivalents. Et donc, le 24 avril dernier, le Parlement européen a adopté un projet qui demande encore à passer au journal officiel de l'Union européenne, mais il y a peu de risques qu'il ne passe pas, et qui sera hyper structurant. Alors, les projets européens ont toujours un délai d'application, hein, parce qu'il faut que tous les pays membres intègrent ça dans leur environnement, dans leur législation. Mais donc, si ce projet passe au journal officiel, la France, comme tous les autres pays européens, aura 3 ans pour mettre en pratique ce qu'il y a dans le texte. Et dans le texte, il y a quand même des choses qui sont importantes. La première, c'est que, par exemple, toutes les annonces devront comporter la rémunération ou la fourchette de rémunération. Et ça, aujourd'hui, quand on regarde Indeed et qu'on les écoute, il y a moins de 20% des annonces qui sont publiées avec une rémunération. La deuxième, c'est que chaque salarié pourra demander des informations sur la moyenne de rémunération de la même catégorie de poste, et donc se situer par rapport à cette moyenne de rémunération, et éventuellement intenter des actions, parce que en cas de reconnaissance de discrimination salariale, chaque salarié pourra exiger auprès de l'entreprise et après devant les tribunaux les arriérés de salaire correspondant à la différence de salaire. Et ça va faire bouger, je pense, des lignes dans les entreprises sur le respect de la réglementation. Et puis, ce sera dans cette réglementation, à la différence d'aujourd'hui, ce sera à l'entreprise d'apporter la preuve et non plus aux salariés. Ça, c'est aussi un grand changement. Alors, avant que tu continues, je voudrais demander aux participants qui nous écoutent, cette loi sur la transparence des salaires, c'est quelque chose que vous aviez identifié, sur lequel vous êtes déjà en train de réfléchir? Mettez-moi juste oui ou non pour me dire si effectivement c'est quelque chose que vous avez identifié. Non, oui, non. On présente cela au CSE. Ok, oui.
Non. Alors, pour ceux qui disent oui, c'est très bien. C'est-à-dire qu'ils suivent l'actualité. Pour ceux qui disent non, c'est pas très grave parce que, comme l'a dit Jérôme, il y aura un délai de mise en application qui va prendre un petit peu de temps. Mais ça va être quand même très structurant pour les équipes RH. Il va falloir trouver la façon avec laquelle on va pouvoir répondre à ces nouvelles obligations. Donc ça veut dire aussi travailler des plans de rémunération qui soient infaillibles et être capable de dire pourquoi Michel gagne plus que Lucie à poste égal, ancienneté égale, etc. Sinon, effectivement, le salarié aura juste à activer un levier pour régulariser, demander la régularisation de sa rémunération. Je pense que là, le texte, logiquement, devait être adopté avant l'été, mais ça va passer d'ici septembre. Alors, en France, on n'est quand même pas au niveau zéro par rapport à ça. Il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà intégrées, les offres d'emploi qui doivent être non genrées, la rémunération qui doit être intégrée dans les offres d'emploi. Tu fais bien de parler d'Indeed, parce qu'Indeed avait annoncé il y a 6 mois qu'il n'accepterait plus d'annonces sans les salaires, mais ils ne l'ont pas fait. C'est quand même à noter, les effets marketing, c'est assez drôle. Donc oui, c'est pas forcément suivi aujourd'hui. Mais la question, c'est cet index aujourd'hui, égalité femmes-hommes, pour beaucoup d'entreprises, c'est déjà une usine à gaz. C'est déjà une problématique en soi d'être conforme à cette obligation, Jérôme. Alors, c'est vu par les entreprises de deux manières, parce que quand on regarde et qu'on suit effectivement l'actualité, dans l'esprit de certains, il y a cet index, il faut avoir entre 75 et 100 pour être un bon élève. Et ça masque des disparités parce que ceux qui estiment qu'ils sont à 75 et qu'ils sont un bon élève, dans les faits, ils sont très, très, très loin de cette parité. Et au contraire, et on n'en fait pas assez état, on devrait un peu stigmatiser ceux qui restent d'année en année autour de cette frontière entre 75 et 80. C'est pas grave quand l'index a été publié la première fois, d'être à 75. On fait une photo, un constat. Voilà, on est un mauvais élève et l'objectif, c'est de progresser. Et ceux qui sont passés de 75 à 80, 85 à 90, c'est excellent. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des politiques, ils ont été discutés avec les partenaires sociaux et ça c'est très bien. Mais ceux, effectivement, qui n'évoluent pas, eh bien, quelque part, c'est une démonstration de la non-volonté d'atteindre cette égalité. Ce qui est compliqué aussi, et on le voit par exemple au niveau de Cégide, on est aujourd'hui à 86, quand ça a démarré, on était à moins de 80. On a 3 critères qui sont aujourd'hui à 100%. C'est la même égalité dans les augmentations, la même égalité dans les promotions, l'augmentation systématique, comme tout le monde, est dans les mêmes critères des personnes qui reviennent de congé maternité. Il y a 2 critères où on est en difficulté. Le premier, c'est sur l'égalité salariale. Pourquoi ? Cégide a fait en l'espace de 3 ans 16 acquisitions. À chaque fois qu'on a une nouvelle société, et dans le métier qu'on fait, on est souvent dans la même convention collective, on se retrouve à avoir des personnes qui ont les mêmes postes et avec des vraies disparités salariales. Donc, il faut le temps d'amener tout le monde à ces mêmes critères de rémunération. Et puis, comme le disait tout à l'heure Myriam, quand on fait ces acquisitions, souvent certains des dirigeants de ces acquisitions rentrent dans notre board. Et c'est vrai que du coup, dans ces acquisitions, majoritairement, les dirigeants sont des hommes. On se retrouve avec un exco qui est toujours en disparité femmes-hommes parce qu'on n'arrive pas à réguler cette volumétrie de femmes au sein du comité exécutif. Donc, c'est des vrais casse-têtes parfois de pouvoir respecter cet index, effectivement. Peut-être qu'un jour, ça deviendra un des critères de rachat. Peut-être. Ça pourrait être pas mal, ouais. Pas plus éthique. Là, nos amis RH qui nous écoutent, est-ce que pour vous, cet index égalité
femme-homme, vous le considérez comme essentiel ou est-ce que vous le considérez comme quelque chose de bullshit et qui vous génère un travail supplémentaire? Est-ce que c'est simple pour vous de produire ça chaque année? Vous pouvez me répondre dans le chat, oui, non, c'est génial l'index, non, c'est une horreur. Ou pas me répondre, hein, c'est possible aussi. Alors, pas simple, mais contente qu'il existe. Pas compliqué, mais on ne consacre pas assez de temps à l'améliorer. Utile, mais pas essentiel pour mener de vraies actions. Bonne initiative, mais mal appliquée. On le considère déjà et nous avons un budget pour les NAO, mais il faut que le recrutement soit bien sensibilisé pour le sujet pour éviter des écarts à l'embauche. Et ça, effectivement, depuis, on va dire, 2022, c'est une vraie problématique, hein, puisque les entreprises ont tendance à embaucher à plus 10, voire plus 20% des salariés en poste parce qu'on est sur, en ce moment, un marché très pénurique, très compliqué, très tendu au niveau du recrutement. Donc, avec ce qu'on vient de vous dire sur la loi transparence des salaires à venir, attention, faites très attention aux propositions faites aux candidats. Un indicateur pour alerter la direction, pas simple à produire, une bonne base, mais à associer avec d'autres indicateurs plus pertinents. Dans notre entreprise, nous ne sommes pas au seuil minimum pour faire cet index, mais j'ai quand même l'impression que les sanctions en cas de note minimale ne sont pas forcément très restrictives pour les entreprises. Je suis assez d'accord. On a parlé tout à l'heure des sanctions, mais je vais faire un parallèle avec les dispositifs plus généraux liés à la diversité, au handicap notamment, au seuil atteint par les entreprises. Honnêtement, les sanctions ne sont pas pénalisantes. Il y a très peu d'incitation finalement aujourd'hui. C'est bien pour ça que l'Europe s'en mêle, parce que malgré les sanctions prévues en France, bon, sur le papier, on a des sanctions, mais vous les avez déjà vues appliquées quelque part? Moi, jamais. C'est extrêmement rare. Hormis quand un salarié va directement attaquer, et d'ailleurs, tu peux peut-être en parler de cet exemple, Jérôme, dont tu me parlais, où l'employeur a été obligé de fournir les bulletins de salaire. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui a un peu bouleversé le monde des entreprises. Je parlais tout à l'heure de l'incitation du Parlement européen sur la transparence des salaires. Il y a une salariée l'année dernière qui n'arrivait pas à obtenir les salaires de ses collègues masculins. Elle était persuadée qu'il gagnait plus qu'elle. Elle a demandé à son entreprise d'obtenir les copies des bulletins de salaire. Elle a attaqué l'entreprise et elle a perdu en première instance. Et en cours de cassation, la Cour de cassation a validé qu'une salariée qui apportait une certaine légitimité dans la preuve de la discrimination salariale avait le droit d'exiger les bulletins de salaire de ses collègues masculins. Alors, d'aucuns ont dit oui, mais GDPR, oui, confidentialité des informations. Eh bien, la Cour de cassation a apporté la légitimité de la finalité de l'objectif qui était de prouver la discrimination pour libérer quelque part cette confidentialité des salaires. Alors, il reste quand l'entreprise doit présenter les bulletins, la confidentialité du RIB, la confidentialité de l'adresse, la confidentialité du numéro de sécu, mais tous les éléments qui doivent démontrer, et donc c'est tout le haut du bulletin de salaire en fait, qu'il y a égalité salariale, doivent être présentés nominativement en cas d'exigence du salarié. C'est effectivement quelque chose c'était le 8 mars dernier, je crois, qui a fait un choc dans les entreprises qui ont suivi cette actualité. On ne vous a pas dit tout à l'heure, il y a aussi une surprise dans cette loi sur la transparence des salaires, c'est l'interdiction dans les contrats de travail d'inclure des clauses de confidentialité concernant la rémunération et ses accessoires. Ça aussi, ça va être sympathique à mettre en œuvre. Ça veut dire qu'un collaborateur dans l'entreprise pourra annoncer son salaire en toute transparence à son collègue,
mais y compris en dehors de l'entreprise. Donc ça va aussi, je pense, un petit peu révolutionner le monde du recrutement dans les années à venir. Bon, voilà, Surtout c'était pour les la postes de cadre dirigeant ou de dirigeant, commerciaux, personne qui a des gros packages. ouais. Bah, ils feront différemment, ils seront mandataires sociaux, ça, c'est pas un problème. Alors, du coup, Myriam, comment on fait pour mettre tout ça en musique? Quels outils on utilise pour faire ça? Alors déjà, ce qu'on constate nous, c'est que les RH nous disent qu'ils sont assez mal outillés justement, pour, répondre, pour suivre, pour, voilà, bon, il y a l'index, hein, égalité femmes-hommes qui existe depuis un certain temps, mais ça suffit pas puisque si on veut vraiment appliquer tout ce qu'on vient d'expliquer, il faut prendre le problème à la base, tout en amont en fait, dès le recrutement. Et donc, bah, il faut avoir un outil qui permette déjà, de recruter, de manière, équitable entre femmes et hommes, de pouvoir diffuser des annonces, bah, je dirais qui sont éventuellement enfin qui sont non genrées, de disposer des outils vraiment qui soient pas discriminatoires quoi, quelque part, par rapport au poste. Déjà pour le recrutement et puis Alors, après dans le processus de recrutement aussi, il faut avoir, ce que tu tous ces dis sur petits les critères-là. annonces non genrées, c'est déjà le cas depuis toujours en France, Mmh. même si des fois, quand je me balade sur certains réseaux ou sur certains job boards, je suis toujours assez surpris de voir recherche homme, ça existe encore, hein. Oui, Euh, ouais, ça existe encore. et- Mais mais dans la réalité après, c'est, quand on a commencé le processus, c'est déjà aussi de suivre, c'est des statistiques dès le départ et de rétablir, cet équilibre, dès le départ et d'avoir aussi, la possibilité de privilégier peut-être, certains profils, bon qu'on aimerait, comment dire? Diversifier. Voilà. Et donc ça c'est les outils qui nous permettront de le faire avec des statistiques au fil de l'eau et donc ça c'est une des étapes En fait, c'est un peu et stopper l'hémorragie. c'est C'est-à-dire, voilà, c'est la stopper dès le départ en fait, dès le même la structure en fait, parce j'ai dit en amont, c'est que les femmes n'avaient pas accès à certains postes, voilà. De manière générale. Donc, si dès le départ, on se dit, ben, que les femmes ne sont pas, que dans le soin, que dans l'aide à domicile c'est le marketing, par exemple, et que, on peut leur ouvrir vraiment des postes, sur des postes de direction, bien, dès le départ, identifier ce déséquilibre, qui pourrait se manifester au moment du recrutement, des annonces, de la sélection, des entretiens, de l'intégration, onboarding et puis, tout ce qui suit en fait, l'intégration aussi du collaborateur. Et puis après il y a le sujet de la politique de rémunération, c'est le 2e point. C'est, il y a une question de communication, de stratégie, de partage de l'information par rapport à cette égalité qu'on veut, mettre en œuvre en termes de politique de rémunération avec, une stratégie qui est détaillée et puis des guidelines. Des guidelines sur ce sujet qui soient clairs, qui soient partagés avec, l'ensemble des managers et des collaborateurs et puis un réel suivi pour alerter si les guidelines ne sont pas, suivis en tant que tels. ça veut dire qu'il faut l'inscrire dans la culture d'entreprise, en fait. Ah ben clairement, c'est d'inscrire dans la culture d'entreprise, c'est de former, c'est de faire de la pédagogie, de tout le monde, des collaborateurs et des managers, des recruteurs, de tout le monde et de faire en sorte que ça soit pas seulement au moment du recrutement ou au moment où on révise les salaires, mais surtout finalement le cycle de vie, du collaborateur depuis le moment où il est candidat jusqu'à ce qu'il s'en aille, quoi. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis après, il y a les talents, en fait, la gestion de la carrière. Ces règles et ces moyens, je dirais, de suivre l'évolution des femmes dans leur carrière est aussi très important, de leur donner finalement les mêmes tâches, les mêmes pas les mêmes tâches, pardon, mais les mêmes chances, d'accéder, à des postes, en termes de carrière, en termes de
responsabilité. Et ça, si on n'a pas d'outils pour suivre ce suivi de talent, de carrière, de réviser finalement euh, où sont les femmes en termes de fonction dans l'entreprise, à quel niveau de salaire par rapport aux hommes, et de se dire bien que ça serait intéressant qu'il y ait un peu plus de mixité sur certaines fonctions, parce que à compétences égales, parfois la chance n'est pas donnée de manière équivalente aux femmes et aux hommes sur ces fonctions. Et donc, d'avoir ces outils qui permettent sous forme de matrice, vraiment en un coup d'œil, de savoir où sont les différences des fonctions de carrière entre les femmes et les hommes, et de prendre et de décider d'un plan d'action pour redresser ça, et aller vers une autre tendance. Autant j'y vois, entre guillemets, plus de facilité à se dire, OK, on arrête les conneries, on s'y met, on recrute en fonction des compétences et puis on s'occupe plus du tout du genre. Parce que je pense que c'est pas la bonne approche. C'est pas de dire je vais recruter plus de femmes pour réguler, c'est de dire OK, je recrute par la compétence et à la limite, j'ai peut-être même plus besoin de voir le candidat et de ne pas savoir si c'est un homme ou une femme. Je pense que ça serait l'idéal pour le futur. Donc ça, c'est facile. Quand on met quelque chose en place, c'est toujours plus facile. On se dit OK, on arrête, on change notre process. Il devient plus égalitaire. Par contre, la difficulté pour moi, c'est je suis dans une entreprise, mon index, j'ai une note de 60, donc là, je suis quand même très, très border. Comment je vais faire pour régulariser ceux qui sont déjà en place? C'est ça la vraie problématique de l'égalité femmes-hommes. C'est plus dur de traiter ceux qui existent déjà, et c'est plus facile de dire on change notre process de recrutement. Donc, une fois que tu as identifié effectivement en interne tes écarts, il faut quand même réaligner une stratégie RH qui va permettre de réguler ces écarts. Et c'est là où on touche aussi quelque chose qui est très propre à la France. C'est qu'en France, on n'a pas le droit de faire de la discrimination positive, mais en même temps, on nous demande de réguler des écarts et de favoriser des populations à un moment donné. Oui, c'est un peu contradictoire. Dans un environnement très, très particulier. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est compliqué d'avancer, non ? Ouais, c'est compliqué d'avancer, c'est clair. Ce qui peut aider peut-être, c'est aussi faire des benchmarks, des comparaisons par industrie, par fonction, pour voir en fait où sont vraiment les écarts. Si vraiment notre entreprise, elle dénote complètement de la tendance globale, ou si elle a déjà, elle est dans la tendance. Et puis de manière générale, oui, oui, enfin, je sais pas si Jérôme, tu veux compléter ma réponse, mais En fait, l'index, il n'est pas. L'index, il laisse quand même la possibilité d'arriver rapidement à une note positive, en tout cas de dépasser 75%, parce que quand on regarde les critères, on demande à ce que toutes les femmes et les hommes de l'entreprise aient la même possibilité d'avoir une promotion. Ça, même si on fait une photo des collaborateurs instantés et que ça ne change pas, c'est tout à fait facile de le mettre en place. On demande à ce que les femmes qui rentrent de congé maternité aient la même possibilité d'évolution de salaire que ceux qui sont restés en entreprise pendant qu'elle était partie. Ça aussi, factuellement, on peut le mettre en place. Même le critère d'égalité salariale, on ne demande pas à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. On demande à ce que sur des aliments dans des niveaux, échelons, coefficients de l'entreprise, à poste, fonction égale, il y ait une égalité de rémunération. Et ça, l'entreprise, en 2-3 ans, peut faire l'effort de masse salariale pour s'aligner et amener tout le monde à la même évolution. Ce qui est plus dur, peut-être, c'est le critère sur les comités exécutifs, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui arrive et on le voit, et ça bouge beaucoup. Et c'est toujours des vagues d'hommes qui arrivent où il faut imposer des femmes. Et ça, c'est souvent la capacité des grands groupes, c'est plus difficile dans les petites entreprises. Voilà. Alors, si on avait justement à résumer tout ça, Jérôme, ça serait quoi la to-do list
du RH parfait sur ce sujet? Il y a des fondamentaux, et ça, c'est vraiment mon avis, mais je crois qu'il est partagé aussi dans un certain nombre d'entreprises quand je regarde ce qui se fait. La première chose, c'est que s'il n'y a pas la volonté du comité exécutif de créer une culture d'entreprise autour de cette équité dans l'entreprise, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ce soit descendant. Il faut que la direction générale impose à ce que on détruise ces biais conscients qui font que je vais recruter une personne et certains managers ont encore cette logique de dire si je recrute une femme, ça veut dire que dans 6 mois, 1 an, je vais me retrouver à devoir gérer son absence et avoir un surcroît d'activité. Tous ces biens conscients qui existent encore, il faut les casser. Et donc, il faut amener à créer de manière massive des formations, des sensibilisations sur l'ensemble de la chaîne managériale. Ça, c'est je pense, le plus important. Il faut avoir des politiques aussi claires sur le harcèlement et la discrimination, parce que si on constate qu'il y a une dérive, il n'y a pas de débat. On applique la réglementation et s'il faut, on met fin à un contrat de travail parce que c'est important qu'il n'y ait pas de brebis galeuses dans une entreprise. Comment dirais-je ? Ce qui est important aussi, c'est de créer, et ça, c'est un exercice qui est assez facile à faire, c'est de créer des principes de mentorat, de parrainage dans l'entreprise pour quand on sait qu'il y a des bons élèves, que ces bons élèves soient les représentants dans les vidéos, dans les réunions, dans les comités, dans les machins, pour essayer de créer une certaine énergie. Il faut aussi favoriser l'équilibre. Tu en parlais tout au début avec France Travail, mais il faut aussi favoriser cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle et favoriser cette capacité oui, j'ai besoin d'aller chercher mon enfant à l'école et ça ne doit pas pénaliser mon activité de la semaine. Oui, ce serait bien sympa d'avoir une crèche et une place en crèche. Oui, l'entreprise, elle doit aider à tous ces facteurs qui rendent la vie simple parce qu'au final, on s'en est aperçu pendant les 2 ans que nous avons vécu. C'est pas facile à mettre en place non plus. Tu vois, par exemple, quand on parle de stratégie ou de politique de parentalité en entreprise, tu as certains DRH qui vont dire c'est génial, on va mettre en place une politique de parentalité avec non-discrimination pendant les maternités, maintien de l'intégralité du salaire, place en crèche garantie au retour, etc. Très bien. Donc, tu as ceux qui ont cette vision et puis tu as ceux qui vont me dire écoutez, moi, j'ai aussi des célibataires dans l'entreprise. Donc, si je mets en place une politique de parentalité, je crée une discrimination. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et ça, ce que je te dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu une fois. J'ai vraiment l'impression d'avoir un 50% pour, 50% contre. Donc, il n'y a rien de simple, en fait, dans l'appréciation de toutes ces politiques ou stratégies. C'est ça qui est compliqué aussi. J'ai pas dit que c'était simple, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi d'autres critères. Il y a la taille de l'entreprise. C'est plus facile à ouvrir une crèche dans son entreprise quand on est une société de 5000 salariés quand on est une société de 20 salariés. Justement, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est plus facile de faire une politique de parentalité quand on est une TPE ou une petite PME, parce qu'aujourd'hui, avec les dispositifs d'aide de l'État, fiscaux, etc., ça ne coûte pas grand-chose finalement, et c'est un super argument de fidélisation de marque employeur, et c'est plus entendable dans une PME que dans un grand groupe, où tu risques d'avoir une levée de bouclier syndicale qui pourrait dire « Attention, messieurs, dames les RH, c'est discriminatoire ». Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est plus simple à mettre en place dans des plus petites structures. Bon, c'est un autre sujet, mais... Après, ça dépend aussi de la localisation. C'est plus facile à mettre en place quand on est dans des grandes villes que quand on est dans des petites villes. Ça dépend aussi du métier de l'entreprise. C'est plus facile à mettre en place dans le service que dans le transport, etc. Enfin, il y a vraiment… Je ne dis pas ça pour jeter de l'huile sur le feu. Je dis ça juste
pour rappeler qu'on est quand même dans un pays qui est plein de contradictions et que c'est extrêmement difficile pour les entreprises et notamment pour les RH de trouver la bonne stratégie à adopter. On parlait de changer de culture d'entreprise. C'est toujours un peu verrouillé, il faut faire bouger le codir. Ce pas des choses qui sont simples à mettre en place. On parlait de checklist. On ne parlait pas de facilité à exécuter. Ouais. la checklist. Voilà. Et puis par ailleurs, justement, même s'il y a une difficulté et qu'importe le constat de départ et de la situation là où on en est, ce qui est fondamental et intéressant, c'est de mesurer la capacité de l'entreprise à se transformer. On peut être un très mauvais élève et avoir du mal à le faire, mais comme pour l'index, ce qui est important, c'est on part de 0 et on tend vers 10. On part de 2 et on augmente chaque année d'un demi-point. C'est cette volonté dans le temps qui fera que les choses bougeront. On a vu 4 lois, ça n'a pas transformé, mais c'est quand même mieux aujourd'hui qu'en 1972. C'est important, ça. C'est le KPI qui va aider à grandir et à transformer cette mentalité globale de l'entreprise. Myriam ? Alors, comme je le disais plus haut, c'est plus en amont de la réunion. Je pense que dans la checklist, il faut absolument considérer les 3 sujets, c'est-à-dire le recrutement, l'égalité salariale, donc tout ce qui est révision salariale, et puis la gestion des carrières. Ça, c'est les 3 choses qui sont absolument à prendre en compte si on veut que les ressources humaines aient un rôle essentiel dans cette égalité femmes-hommes, qu'on prenne vraiment le sujet en amont. Et je dirais, bon, j'ai posé un peu les questions aussi à d'autres DRH. Ils me disent aussi, notre problème, c'est qu'on n'a pas toujours une personne dédiée pour le faire. C'est-à-dire que ça serait bien, donc dans la checklist, je vais vous faire ma checklist à moi, d'avoir une personne qui est dédiée à ça, mais peut-être pas dédiée uniquement à l'égalité femmes-hommes, mais aussi à la diversité, à l'handicap et un certain nombre d'autres sujets de ce type-là, et que la stratégie soit pilotée par cette personne. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est d'avoir des données. C'est bien beau d'avoir une personne, mais il faut avoir des données pour pouvoir analyser, faire des statistiques de situation, éventuellement se benchmarker par rapport aux entreprises du même secteur pour voir quels sont les écarts. Donc, il existe des outils pour ça. Ensuite, être clair sur les enjeux, tels que Jérôme l'a indiqué, avec la mise en place de bonnes pratiques, de règles à appliquer en termes de mixité dans l'organisation. Ensuite, faire de la pédagogie, de la communication sur cette mixité. Ça se fait au niveau de la marque employeur, ça se fait au niveau de la proposition de valeur employée. Donc, c'est vraiment de la stratégie RH, et puis prévoir cet accompagnement vraiment à tous les niveaux. 5e élément, ce serait donc de réviser les salaires de manière complètement égale, en partageant donc librement les salaires. Pourquoi pas dès maintenant? Pourquoi attendre la publication de cette loi si on peut le faire? Certaines entreprises comme Logica, je crois, le font. Donc pourquoi pas anticiper? Ça prouverait aussi, ça donnerait un élément supplémentaire dans la proposition de valeur employée. Peut-être que ça attirerait certains profils talentueux d'avoir cette transparence. Et puis, je pense que si j'avais à finir encore 2 points, il y a un sujet un peu psychologique aussi des femmes. Il faut les aider à casser ce plafond de verre, c'est-à-dire à leur donner la voix, à leur donner la possibilité de s'exprimer sur je dirais, cette évolution qu'elles peuvent avoir au sein d'une entreprise, mentorat entre elles pour les aider et leur dire: «Mais c'est tout à fait possible pour toi, pourquoi tu te mets ce plafond de verre?» Donc il y a un peu cet aspect-là. Et puis enfin, moi je dirais pour conclure, évidemment, puisqu'on est Cégide, c'est d'acheter des solutions qui vous permettent de faire tout ça, qui sont à la fois, je dirais, des solutions de recrutement, qui respectent ces critères-là, des solutions de talent management dans lesquelles on a les sujets de salary review, de talent review avec les compétences, et évidemment l'index égalité femmes-hommes dont on a parlé.
et puis un certain nombre de KPI qui sont à la disposition. Là, je dirais, j'ai fait une checklist Ouais, qui est assez détaillée. c'est là où je voulais en venir en disant c'est compliqué, c'est extrêmement difficile pour les RH de gérer l'ensemble de ces problématiques, d'autant plus s'ils n'ont pas d'outils. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, il faudrait peut-être une personne dédiée. Non, il ne faudrait pas une personne dédiée pour traiter le sujet. C'est une problématique globale RH. Jérôme peut le dire, en général, les écarts, premièrement, on les identifie en paye. C'est la paye qui va identifier les écarts et qui les voit vraiment chaque mois et qui est capable de dire attention, là, on a une dérive, ils ont les chiffres. Ensuite, c'est au responsable du développement RH de réaligner sa stratégie pour offrir, je dirais, une mobilité plus équitable dans l'entreprise, qu'elle soit verticale ou horizontale. C'est ça la vraie stratégie. La gestion de la carrière. Ouais. Voilà, exactement. Donc, c'est une problématique globale RH, mais qui doit être équipée au niveau du recrutement pour avoir les bons KPI de recrutement en entrée, savoir combien on a reçu de candidats, s'assurer qu'on est bien dans une égalité, une équité au niveau des recrutements, pas simplement au niveau égalité femmes-hommes, égalité au niveau de tous les critères de diversité existants. Et puis ensuite, entrer dans des process RH qui soient contrôlés. Et pour contrôler, pour avoir ces KPI, nécessairement, ça passe par la mise en place d'outils. Peut-être l'un de vous deux peut nous rappeler rapidement, puisque là, on a 1 minute de dépassement, la suite aujourd'hui proposée par Cegid en termes d'applicatif RH. Quelle est la couverture et à qui elle s'adresse? Alors, l'application, enfin, Cegid est déjà éditeur de solutions de gestion. Donc, on a une business unit qui est spécialisée sur les HCM et donc les produits qu'on va, je dirais, mettre en avant pour la partie RH sont Cegid Talentsoft. Donc, Cegid Talentsoft qui a donc trois volets, le recrutement, le management, talent management et le learning. Et là, pour le cas, on parle de recrutement et talent management. Alors, le learning peut faire aussi partie, je dirais, parce qu'à un moment donné, s'il y a un sujet de compétences et d'augmentation, je dirais, des niveaux de compétences de certaines femmes pour les faire évoluer plus vite et leur donner un plan de carrière, eh bien, évidemment, le learning peut être largement utile. On a aussi donc des solutions de paye, dont Jérôme est le représentant, avec des indicateurs index d'égalité femmes-hommes. Et puis, on a une solution aussi de suivi du bien-être des collaborateurs, de satisfaction des collaborateurs, d'engagement, d'expérience collaborateur, on pourrait parler aussi, qui peut être aussi utile pour savoir s'il y a du malaise, entre autres, dans certains départements. Et puis, enfin, une dernière solution qu'on vient d'acquérir qui s'appelle Digital Recruiters aussi, sur la partie recrutement pur. Voilà. Ça marche. Et ça couvre tout type d'entreprise, tout secteur. Tout type d'entreprise, en effet. Talentsoft peut être acheté par des entreprises à partir de 250 collaborateurs, on va dire. Et puis, au-delà de ça, oui, on couvre tout type d'entreprise et surtout à l'international, puisqu'on a entre autres lancé Talentsoft au LATAM, en Espagne, on n'était pas présent et on est en train de le lancer sur d'autres régions. On est présent aussi aujourd'hui en France, en Nordiques, en Allemagne, en Néerlande, en Autriche, enfin bon, toute l'Europe, on va dire, plus Amérique latine et Canada. Voilà. Jérôme, tu veux ajouter quelque chose? Non, on a effectivement sur la partie paye en France deux solutions qui adressent le marché. Pour les très grandes entreprises, on a Cegid PeopleNet et qui est une solution qui fonctionne en France et dans pareil, dans toute l'Amérique latine et en Espagne et au Portugal. Et puis sur la France, pour les entreprises qui sont ETI et des grosses PME, des grandes PME, nous avons une solution qui s'appelle HR Ultimate et qui permet de gérer tout ce qui est la rétroactivité et
et surtout aujourd'hui la préoccupation principale des entreprises d'avoir une solution qui permet de gérer le fait générateur. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus de 8000 clients, la partie HCM. Chez Ça marche. Alors, je vous invite à aller sur le site de Cegid pour découvrir tout ça. Et puis, si vous souhaitez continuer ou poser des questions, échanger avec Myriam et Jérôme, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse. Un prochain webinaire à 11h qui sera plus orienté sur un sujet de restructuration d'entreprise et de santé mentale. Merci beaucoup. À tous. Merci beaucoup, Christophe. Merci, bonne journée. Et vous retrouverez le replay de ce webinaire demain matin sur MyRH Line. Merci, excellente journée. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.